Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal du 14 octobre 2024. J'ai donc les élus absents et excusés suivants. Manon Belda qui donne pouvoir à Marie-Jo Seguin, Claude Calandre à Renaud Poutot, Laurence Dallard à Véronique Puja, Franck Dirazzoni à Martine Peralde, Céline Lucas à Nathalie Ilioser, Louis Penaud à Franck Soulignac, Christophe Clé à Morgane Saillour, Michel Ravelli à Jean-Luc Chaumont. Arriveront en retard Thomas Blage qui a donné pouvoir jusqu'à son arrivée à Virginie Rioli et Kéra Amiri à Cécile Paulet jusqu'à son arrivée. Je désigne comme secrétaire de séance Georges Rasclan. Je vous propose donc d'approuver le compte-rendu du 24 juin 2024. Monsieur Casari. Sur ce PV, Monsieur d'Aragon, j'avais écrit au service du conseil municipal et à vous-même, parce que pour moi, il y a une grosse erreur, à minima une grosse erreur. C'est-à-dire que quand on a voté les différentes délibérations, il y a une délibération que vous avez validée auprès de la préfecture et que vous avez validée, j'ai vu, dans le PV, qui est la délibération concernant le compte administratif parking. Cette délibération de compte administratif, nous ne l'avons pas votée. Elle n'est pas passée à l'ordre du jour de façon orale. Madame Puja, quand elle nous a fait voter uniquement le budget annexe, le compte administratif annexe, la Tour Maubourg. J'ai ici les enregistrements du conseil municipal qui valident ce que je dis. J'invite les élus ici, puisqu'on va voter quand même ce PV, et que c'est quand même un moment important, puisque sinon, on validerait un faux en écriture publique. C'est quand même pas anodin, ce qui est criminel, monsieur d'Aragon. Aujourd'hui, vous êtes ministre délégué. Si jamais aujourd'hui, vous ne faites pas respecter exactement les règles et la loi, comment voulez-vous que les citoyens puissent comprendre comment l'État doit marcher? Donc ici, lors du Conseil, nous avons voté. Je tiens à la disposition de tous les élus. Et donc, j'invite à ce qu'on fasse une petite interruption de séance, que je montre la vidéo et que les gens, bien informés, sachent s'il faut voter ou pas ce procès-verbal une fois qu'ils auront vu exactement les enregistrements du Conseil municipal. C'est important. C'est un acte qui engage l'ensemble des élus qui sont présents ici. C'est un acte qui valide le conseil municipal de la dernière fois. On en a très peu, on en a un par trimestre. Il serait bon qu'à chaque fois, l'ensemble des règles soient respectées. Je le rappelle à chaque fois. C'est important, monsieur d'Aragon. Aujourd'hui, vous êtes au ministère de... Monsieur Casari, vous avez terminé votre propos sur le compte-rendu. Mais c'est ça, monsieur d'Aragon. C'est bien le compte-rendu. Très bien, je vous remercie. On vous a répondu par mail. On vous a transmis nous-mêmes l'enregistrement. Vous avez les éléments qui vous ont été transmis le 1er octobre précisément, et donc avec le déroulé de la séance. Et donc on maintient évidemment ce compte-rendu avec les 7 voix contre des 7 représentants de la minorité qui ont été enregistrés. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ce procès-verbal ? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Je vous remercie. On passe à la première délibération. Nathalie Ilioser a la parole, et elle seule. Merci, monsieur le maire. Suite à l'adoption du pacte financier et fiscal du Conseil communautaire du 2 décembre 2021 concernant le projet de territoire, une intervention financière supplémentaire a été actée par un nouveau fonds de concours en prenant en compte le potentiel fiscal et le revenu des habitants de chaque commune. Pour la commune de Valence, le niveau du fonds de concours mobilisable sur la période 2024-2026 est de 3 050 824 €. Il vous est demandé ici de présenter une demande de fonds de concours de ce même montant auprès de Valence Roman Agglomération, qui représente 50% du coût prévisionnel concernant principalement des travaux de voirie et des projets visant à maintenir et valoriser le patrimoine bâti et non bâti de la collectivité. Merci, Madame Roche. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci. Je voudrais discuter quand même sur la destination de ces fonds qui concernent essentiellement la voirie. Il est notifié qu'elle intègre le sujet, entre autres, le sujet de l'accessibilité. Or, dans le projet de jardin et d'escalier monumental, par exemple, sous la cathédrale, l'option retenue de cet escalier ne prend pas en compte ce sujet d'accessibilité sur tout le parcours. Et nous verrons dans une prochaine délibération que la ville demande un nouveau délai dans son agenda d'accessibilité.
Donc, les dommages que ces fonds ne concernent pas, ne viennent pas abonder tout le travail qu'il y a à faire sur l'accessibilité sur les lieux publics de Valence. Merci. Merci Madame Roche. En fait, il y aura une partie accessible, c'est-à-dire celle qui est topographiquement réalisable. Les jardins seront accessibles. En revanche, vu le dénivelé, c'est absolument impossible de créer une pente qui partirait de la place des Ormeaux et qui irait jusqu'à la basse-ville. Chacun le comprend bien. Sinon, soit c'est une rampe qui fait 200 mètres et qui défigure toute la basse-ville, soit une rampe trop inclinée et qui ne sert plus à rien. Donc ça veut dire qu'on fait le choix, évidemment, d'avoir toujours la place des Ormeaux accessible, d'avoir les jardins accessibles et d'avoir le bas accessible, mais c'est pas possible de créer une jonction compte tenu du dénivelé. Sur les agendas programmés, le débat viendra au moment de la délibération. Donc sur la demande de ce fonds de concours, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, alors, des oppositions, allons-y. Monsieur Méjean, Monsieur Casari, des abstentions. Madame Roche, et donc c'est adopté à la majorité absolue. Je vous remercie. Délibération numéro 2, Véronique Pujas, la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Il s'agit d'un protocole transactionnel relatif à un marché subséquent et qui se situe sur la requalification des abords du groupe scolaire Carré-Gormard, Récamier, rue de Lille, et du square Albert Ier, rue de l'Armée belge. Alors en effet, ce marché a été confié au groupement solidaire Siora, mandataire donc d'un groupement, et qui a déposé un mémoire en réclamation à l'issue de ce chantier visant au paiement de sommes supplémentaires qu'elle estime dues au titre de travaux supplémentaires réalisés et des pertes qu'elle aurait subies en raison d'arrêt de chantier d'une coactivité avec Enedis qui n'était pas prévue initialement. Et le titulaire a également justifié de surcoûts qu'il n'était pas possible d'anticiper lors de l'établissement de son offre. Et considérant que ce chantier est aujourd'hui achevé et réceptionné, il n'est plus possible de conclure un avenant. Il est donc proposé de résoudre ce différend par la conclusion d'un protocole transactionnel qui vous est proposé ce soir et qui vise à indemniser de façon régulière le groupement solidaire Siora, mandataire de ce marché. Merci. Est-ce qu'il y a des Monsieur Casari? Oui, au final, sur l'ensemble des sociétés qui sont présentes, dans ce marché, personne ne paie le retard. Et alors, vous nous expliquez que c'est dû au maître d'œuvre, la société Ingémétrie. Moi, j'aimerais savoir si Ingémétrie, en revanche, va payer des pénalités ou va être condamné à quelque chose. Parce que finalement, la ville se retrouve avec un chantier en retard, pas de pénalité de retard, et puis le maître d'œuvre, on ne voit pas s'il est, lui, condamné à des pénalités de retard. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Merci, Monsieur Casari. Vous venez de parler de la délibération suivante. Donc, je vais mettre aux voix la délibération numéro 2. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, le groupe GEP s'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Madame Pujas, la parole. Et cette fois-ci, il s'agit bien de travaux de mise aux normes accessibilité de 7 bâtiments de la ville de Valence pour les lots 3 à 7. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à la société Ingémétrie et concerne, entre autres, les travaux d'accessibilité au gymnase Magakian. L'ordre de service de démarrage des travaux a bien été donné, établi par la maîtrise d'œuvre. Les travaux auraient donc contractuellement dû être achevés au bout de 4 semaines, comme c'était convenu. Ils ne l'ont été que 89 jours en retard sur le calendrier établi. Cependant, il est avéré que la maîtrise d'œuvre a été défaillante et a dirigé le chantier sans aucune considération pour les clauses des contrats de travaux. Il est donc demandé la non-application des pénalités de retard aux entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Il est précisé également que l'ordre des architectes a été alerté sur la défaillance du maître d'œuvre. Nous y avons tenu. Il est donc demandé à notre conseil municipal de ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises titulaires des lots 3 à 7 pour l'exécution du marché. Merci. Madame Roche. Oui, c'est bien sur cette délibération, justement, par rapport aux maîtres d'œuvre et aux entreprises. Dans quels moyens pourrait avoir la ville, justement, pour appliquer des pénalités de retard à l'encontre d'un maître d'œuvre qui n'a pas délibérément, si je lis bien la délibération, rempli le contrat qui était prévu au départ,
Parce qu'en regard du travail des entreprises et de leur responsabilité dans ce genre de contraintes qui leur sont imposées, moi je pense qu'un signalement à l'ordre des architectes est assez léger par rapport à ce qu'on demande aux entreprises habituellement. Je trouve que ce n'est pas très équitable. Oui, mais j'entends votre propos et sachez qu'on a bien essayé de trouver une solution pour que ce ne soit pas les entreprises qui soient pénalisées, puisqu'en fait c'est le fait du maître d'œuvre. Et on n'a pas de solution, il n'a pas de retard, lui, en fait. Il n'a pas de retard, ce sont les entreprises. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on dénonce auprès de l'Ordre des architectes l'attitude et la façon de gérer les chantiers de ce maître d'œuvre. Mais il a été mandaté par un marché public régulier et on n'a pas de moyen de le pénaliser sur des retards de chantier, puisque lui-même n'est pas en retard. Merci. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le groupe GEP s'est donc adopté à l'unanimité. Véronique Puja, toujours pour le tableau des emplois permanents. Alors, comme d'habitude, je vous présente le tableau des emplois avec beaucoup d'évolutions qui sont faites au gré des organisations de tous les services et des adaptations. Alors d'abord, l'accueil de loisirs périscolaires, on a fait un état des lieux sur ces services de loisirs périscolaires et en fait on a analysé les postes et les besoins du terrain et nous sommes arrivés à 2 conclusions de cette réflexion. La nécessité de créer un certain nombre de postes permanents pour respecter le taux d'encadrement par enfant et d'autre part pour réduire la précarité des effectifs contractuels, souvent à temps non complet, pour permettre davantage de réactivité et de fiabilité. Il est donc proposé la création de 11 postes d'ATSEM et 54 postes d'adjoints d'animation pour un total global de 26 ETP. Pour la direction de la santé publique, il est proposé de créer un poste d'éducateur ASE catégorie A à mi-temps. Pour le service santé-environnement, la création d'un poste de technicien santé et environnement de catégorie B. Pour le service, la direction sport, culture, événementiel et vie associative, la création d'un poste de rédacteur de catégorie B en contrat de projet pour une durée de 3 ans pour gérer le service de partenariat et de mécénat. Pour la direction de la sécurité de la police de proximité, un poste de gardien brigadier pour l'unité de nuit ainsi qu'un poste de gardien brigadier à la brigade motocycliste. Au centre de protection et de régulation urbaine, la suppression d'un poste de gardien brigadier catégorie C et d'un poste d'agent de maîtrise au profit de 2 créations de postes, un chef de service de police municipale et un adjoint technique. À la direction de l'aménagement urbain, c'est la création d'un poste d'ingénieur qui est proposé. À la direction prévention, un poste d'attaché de directeur prévention sociale ainsi qu'un poste d'ingénieur de coordinateur de la cellule tranquillité publique. Et enfin, à la direction du domaine public, il est demandé la création d'un poste de contrat de projet au grade d'ingénieur pour une durée de 3 ans sur la mission stationnement et parking délégué. Et donc, pour résumer toutes ces modifications, cela représente 72 postes en tout, contrat de projet compris, et au total, cela représente 33 ETP, contrat de projet compris. Merci, Madame Karalawa. Bonsoir, merci. Alors, nous constatons une précarisation toujours aussi importante et pérenne des prévisions d'emploi, alors que pour nous, ce sont les emplois qui devraient l'être. Particulièrement dans le secteur de l'éducation jeunesse, où la délibération nous propose la création de 65 postes qui néanmoins valent que 26 équivalents temps plein. Concernant la santé publique, autre secteur primordial pour le bien-être des Valentinois, il est proposé de créer un poste d'éducateur encore là à mi-temps. Donc enfin, au total, 72 postes sont proposés, mais cela représente que 33 équivalents temps plein. Donc il aurait mieux valu anticiper les absences et les arrêts maladie avec des meilleures conditions de travail. Des ajustements aussi mesurés ne permettent pas aux agents de faire face à la réelle charge de travail. Donc nous ne comprenons pas un nombre aussi important de contrats précaires pour faire tenir le service public. Très bien. Écoutez, sachez que c'est tout sauf mettre en précarité des agents, puisque ce sont des créations de postes sur lesquelles on avait des agents en contrat. Et on a décidé de pérenniser ces postes pour avoir une meilleure efficacité. Sachez quand même que dans
Dans le service éducation jeunesse, on a quand même beaucoup d'agents qui travaillent à temps partiel, tout simplement parce que l'organisation du travail est complexe. On ne peut pas demander à un agent de faire un temps plein en travaillant le matin sur une école, à midi sur une autre école et ensuite sur encore un troisième lieu de travail. L'organisation du travail est complexe sur ces métiers-là, on en est bien conscient. Et sachez que dans les services, tout est mis en œuvre pour essayer d'optimiser au maximum le temps de travail des agents et faire en sorte qu'ils ne soient pas sur des temps partiels trop réduits. On a même essayé de compléter au maximum ces postes-là. Alors en effet, on arrive à 33 équivalents temps plein, mais c'est une pérennisation qu'on fait là. C'est pas de la précarité qu'on propose, bien au contraire. C'était des agents qui étaient en contrat auparavant. Merci, Monsieur Casari. En fait, vous avez deux discours différents. Il y a le discours de Paris avec M. Barnier, resserrage budgétaire, baisse du nombre de fonctionnaires. C'est ce que vous allez sûrement essayer d'appliquer au sein du ministère de l'Intérieur, M. Daragon. Et puis, quand vous prenez le TGV, que vous arrivez à la gare de Valence, ou quand vous prenez votre voiture avec chauffeur, sur le chemin, on a plus 33 emplois temps plein, l'équivalent de plus 33 emplois. Donc en fait, j'aimerais savoir si finalement vous écoutez votre Premier ministre, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai des questions concrètes. Vous aviez créé il y a 2 ans la brigade verte au sein de la police municipale. J'aimerais savoir si aujourd'hui elle existe toujours, ou si vous avez supprimé ces postes qui correspondaient, ou si vous les avez reversés dans la police municipale classique. Puisqu'aujourd'hui, je ne vois pas la brigade verte que vous avez inaugurée avec Force Communication. La deuxième chose, alors ça c'est quand même marrant, c'est-à-dire que on crée du mécénat, mais pour gérer le mécénat, on va créer un poste qui va gérer le mécénat. C'est-à-dire qu'on rajoute encore des couches et des emplois qui sont pas les plus utiles, les plus importants par rapport à la sécurité, par rapport à l'éducation dans les écoles primaires et dans les écoles maternelles, par rapport à tout ça. Et à la place, vous nous créez un poste pour gérer les projets de mécénat. J'aimerais savoir exactement ce qu'il en est, comment vous voyez les choses, comment vous voyez finalement cette augmentation des 33 équivalents temps plein par rapport à la politique nationale que vous êtes censé mener. Merci. Merci. Premier point, visiblement vous n'avez pas écouté, donc ces postes existent déjà, il n'y a pas de création. Ces postes existent, ils sont pourvus, sauf qu'ils étaient en contrat à durée déterminée, et ils vont être titularisés. Deuxième point, à titre d'information, les syndicats ont évidemment voté ces délibérations de création de postes et de titularisation. Troisième point, la brigade verte existe toujours, elle est composée de 3 policiers municipaux évidemment. Et quatrième point, le mécénat rapporte plus de 3 millions d'euros par mandat et nous coûte donc, vous en avez résumé bien les choses, 50 000 euros par an. Je crois que le ratio est bon et je crois qu'on ne peut pas suivre des dossiers de mécénat comme ça par-dessus la jambe. C'est un métier et on fait confiance à une professionnelle pour le faire. Ça nous permet d'augmenter justement le volume de mécénat. Je mets donc aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Groupe GEP, Madame Roche, Monsieur Casari. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5, Véronique Puja, la parole. Alors, il s'agit d'une convention de mise à disposition de services entre la ville et Valence Roman Agglo pour l'accueil et le gardiennage de la médiathèque de la MPT du Plan. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, une opposition, Monsieur Dosreis, des abstentions. Madame Lawar, vous voulez parler? Allez-y. Alors, nous trouvons ces montages de mise à disposition un peu alambiqués. 10% du temps de travail des agents où ils travaillent pour l'agglo, mais en fait pas vraiment. Ce genre de confusion est néfaste pour le droit des agents, mais aussi et surtout pour les usagers qui n'ont plus d'interlocuteurs précis concernant un service public déjà bien réduit, puisque désormais la médiathèque du Plan n'ouvre plus les samedis, et nous trouvons ça en effet déplorable. Merci. En fait, c'est la rémunération qui est partagée, c'est pas l'agent. Il n'y a pas 3 agents, 2 à 10% et 1 à 80%. C'est un agent. Et comme il y a dans la MPT une médiathèque intercommunale et une crèche intercommunale, l'agglo partage le coût contribue au coût de ce poste de gardien.
Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. La parole est à Monsieur Monet. Oui, pour une petite modification dans la dénomination de voies situées quartier de la Baillot pour des questions de circulation facilitée, mais également de simplicité d'accès et de repérage pour les pompiers. Merci. Des oppositions, des abstentions? Alors, Madame Roche. J'avais juste une question. Allez-y. Je pense que vous avez tous gardé en tête la demande que j'avais faite lors d'un précédent conseil d'administration d'attribuer un nom de rue à Michel Rivasi. Est-ce qu'il y a dans les mois prochains un projet de nommer un bâtiment emblématique, une place ou une rue qui pourra lui être attribuée? Merci. Oui, alors voilà, on a un certain nombre de personnalités qui ont marqué la ville et pour lesquelles on est en attente d'un projet qui pourrait correspondre, parce qu'on ne veut pas... Pas une impasse, bien sûr. Voilà, mais bien sûr que c'est prévu et je l'avais annoncé dès le décès de Madame Rivasi, évidemment. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Laurent Monet, toujours. Véronique Pujas préside. Oui, merci. Une délibération pour nous proposer d'adhérer à l'association syndicale libre du canal des Moulins. La ville souhaite adhérer à cette association avec 3 objectifs principaux. D'abord, reconnaître l'ASL comme un réel partenaire. Ensuite, faciliter l'adhésion des nouveaux propriétaires et donc une coordination globale du canal. Et enfin, appuyer l'ASL dans son rôle de concertation pour obtenir l'accord des propriétaires riverains au sujet de la création d'un cheminement le long du canal qui est très attendu. Voilà, donc le coût pour l'adhésion à l'ASL est fixé à 501,91 € pour l'année 2024 et nous vous proposons que Madame Nancy Massin représente la ville au sein de cette association. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Convention de mandat avec le département pour l'îlot Ferry. Anne Young a la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit effectivement par cette délibération d'approuver une convention définissant le mandat donné par le département de la Drôme à la ville de Valence pour mettre en œuvre un appel à projet dans le cadre de la session amiable, la requalification de l'ancienne école de garçons de l'îlot Ferry. Pour mémoire, ce tènement avait été acquis par le département pour y installer le CMS. Ce projet n'ayant pas abouti, le département souhaite effectivement vendre ce tènement et la ville de Valence, qui a beaucoup investi dans ce quartier avec toutes les réalisations qui ont été faites, a effectivement proposé d'assister le département dans le cadre de cette convention de mandat afin de l'accompagner pour mettre en œuvre cette cession. C'est ce qu'on vous demande effectivement d'approuver. Merci. Madame Roche. Oui, merci. L'abandon du projet départemental d'un CMS à Valence-Sol est un très mauvais signe envoyé aux habitants. La proximité des lieux sociaux et médicaux est indispensable pour accueillir en confiance et en sécurité les usagers, notamment les plus précaires. La disparition des CMS dans quelques quartiers que ce soit est plus que regrettable. Alors, je comprends que ce n'est pas le choix de la mairie, puisque c'est le conseil départemental, mais je pense qu'il est important de condamner une telle décision. Merci, Mme Roche. En fait, ce projet est abandonné tout simplement parce que le CMS a pris place dans le bâtiment de la Farandole qui est juste en face. Quand on l'a inauguré, on l'a bien mentionné, je crois que vous étiez là. Donc, ils ont des bureaux et des locaux dans la Farandole. Donc, c'est pour ça que le projet a été abandonné par le département. Et donc, voilà, nous allons contribuer au devenir de ce tènement qui nous appartenait précédemment. Oui, bien sûr, allez-y. Parce qu'il me semblait aussi que le département regroupait les CMS, fermer les CMS de proximité, avait ce projet-là en tout cas, pour regrouper dans un lieu commun, plus en centre-ville. Et c'est pour ça que mon intervention était aussi dans ce sens-là, pour dénoncer un tel choix politique et financier certainement. Enfin, pour être clair, il y aura bien toujours ces bureaux qui sont dans la Farandole. Ils vont rester titulaires de ces bureaux pour accueillir les gens qui ont besoin de les rencontrer. Donc, il n'y a pas de départ du quartier à ce stade.
Allez, je mets aux voix cette délibération qui consiste, je le rappelle, à une convention pour accompagner le département sur le devenir de l'îlot Ferry. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Franck Soulignac a la parole. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc de l'acquisition de parcelles rue de Littré, un bien 100 mètres, qui appartient à une société qui a appartenu à une société qui n'existe plus. Et donc, cette parcelle a usage de trottoir et donc il convient de l'acquérir par notoriété acquisitive pour l'intégrer au domaine public. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Acquisition d'une parcelle rue Saint-Martin. C'est de la régularisation toujours, de l'acquisition d'un ancien transfo sur le secteur de la Basse-Ville. Merci. Des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Rue de Latte de Tassigny. De la même manière, une régularisation où on acquiert un terrain qui a usage de voie bus, pas de voie bus, pardon, d'arrêt de bus. Merci. Des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. 140 rue Château Vert. Là aussi, on souhaite acquérir une emprise d'environ 40 mètres carrés dans le cadre des travaux de la rue Château Vert. Une partie du trottoir privé qui appartient au fleuriste rue Château Vert en face du tabac, du tabac presse. Monsieur Galland. Merci, bonsoir à tous. Quelle va être la destination de cette parcelle? Parce qu'il y a une partie qui est devant le fleuriste et une partie qui se trouve à côté sur la petite allée qui descend vers l'entrée piétonne de l'immeuble. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait sur cette parcelle? La même chose que précédemment, c'est simplement que pour la rénover, il faut qu'elle rentre dans le domaine public. Là, pour l'instant, ça appartenait aux riverains, donc on ne pouvait pas la rénover dans le cadre de la rénovation globale de la rue, tout simplement. Et donc, on met les mêmes matériaux à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. La 13. Oui, c'est la cession du 10 place des Ormeaux à la SCI Ormeaux, dans le cadre donc, du programme de cession immobilière qu'on a voté en février 2021. Ce bien faisait partie de cette liste. Nous l'avions déjà vendu lors d'un précédent conseil à un porteur de projet qui n'est pas allé au bout pour des raisons notamment économiques. Et donc nous avons remis sur le marché cette offre. Et nous avons trouvé donc preneur auprès d'un particulier qui investit donc l'acquisition de 130 000 € pour réhabiliter 4 logements et un rez de commerce place des Ormeaux. Merci. Madame Roche. Oui, merci. Dans la cession de cet immeuble, est-ce qu'il y a mention de la destination de ces logements réhabilités? Parce qu'il est possible de noter que des logements ne devront pas servir de location type Airbnb. On sait qu'à Valence, on a de gros soucis de logement, notamment pour les étudiants, puisque on a la possibilité de loger 3,5%, je crois, d'étudiants, alors qu'une ville de notre strate peut aller va jusqu'à 8-10%. Et je trouve dommage que la ville, manquant de ces logements abordables, il est regrettable qu'un bailleur social n'ait pas acquéri ce bien. À qui? Monsieur Soulignac. Alors, sur l'offre de logement étudiant, nous travaillons en lien avec le Crous sur l'installation d'une nouvelle résidence universitaire à Valence, qui répondra notamment aux 150 logements qui manquent aujourd'hui. Et sur ce projet-là, nous sommes sur 4 logements qui étaient vacants jusqu'à présent et qui vont retrouver des habitants et des locataires. Et donc qui poursuivent le mouvement de baisse des logements vacants dans le centre-ville, puisque c'est un mouvement que l'on a enclenché maintenant depuis 3 ans. Depuis les années 90, les logements vacants ont cessé d'augmenter à Valence. Depuis 3 ans, ils connaissent une baisse et on s'en félicite, et c'est ce genre d'opérations notamment qui le permettent et qui verront y loger des familles notamment qui réinvestissent le centre-ville, et c'est un des objectifs poursuivis notamment dans le cadre de l'action au cœur de ville menée par la ville de Valence. Merci. Pour mémoire, ce bâtiment avait été acheté pour faciliter les travaux du musée. Il n'avait pas vocation à être utilisé par la ville, mais à faciliter les travaux. Et finalement, seul le dernier étage a été exploité dans le lien avec le musée. Donc, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le groupe GEP, Madame Roche, Monsieur Casari, c'est donc adopté à l'unanimité. Immeuble 12-16 rue Jonchère.
Oui, on est là aussi dans le cadre du programme de session voté en 2021, le 12-16 rue Jonchère, qui est donc aujourd'hui vendu au ministère de la Justice dans le cadre de l'extension du tribunal. Une extension qui était appelée des vœux du président, notamment du tribunal, depuis de nombreuses années. Le maire s'était engagé à accompagner notamment le tribunal dans sa recherche de locaux, et ce bien convient parfaitement au tribunal, dans le cadre notamment du renfort des moyens humains qui ont été annoncés par l'ancien garde des Sceaux, avec plusieurs magistrats et greffiers qui vont venir renforcer le tribunal, 26 de mémoire, 26 greffiers, attachés de justice et magistrats. Et donc ce bien est vendu au ministère de la Justice pour 977 500 €. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 15. Saint-Ruf, Monsieur Soulignac. Pardon. Oui, effectivement, c'est transfert d'affectation du Temple Saint-Ruf à l'association cultuelle de l'Église protestante unie de Valence-Deux-Rives, qui est le regroupement de trois églises, celle de Valence, de Bourg-les-Valence et de Saint-Péret. Et donc, nous devons délibérer, puisque nous sommes propriétaires du temple. Comme l'indique le décret impérial, c'est rare qu'on fasse référence à un décret impérial, donc le citer quand même, le décret impérial du 17 juillet 1806. Et nous avons besoin donc de délibérer pour que le préfet puisse engager donc ce transfert d'affectation. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Morgane Saillour a la parole. Non, arrête d'appuyer parce que tu éteins à chaque fois que j'appuie. Voilà. Pardon, merci. Bonsoir. Nous vous proposons ce soir de prolonger l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. Pour rappel, on était sur une programmation à 10 ans qui est arrivée là à échéance. On a encore un peu de travail à faire malgré un programme ambitieux et des fonds importants engagés déjà pour mettre en accessibilité nos bâtiments. Donc, il vous est proposé de prolonger cet agenda d'accessibilité programmé, l'ADAP, pour une période de 2 ans. Donc, les derniers chantiers s'achèveront du coup sur 2025-2026. C'est ce qui vous est soumis aujourd'hui aux voix. Merci, Madame Roche. Oui, je rappelle quand même que la loi pour l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes de tout handicap date du 11 février 2005. Alors, pour ne parler que de l'accession à la circulation à Valence, comme dans nombre de villes, c'est une priorité qui est sans cesse repoussée. Et nombre de citoyens rencontrent de nombreuses difficultés en circulant sur des trottoirs qui ne sont pas adaptés ou accéder à des bâtiments qui sont mal équipés. Donc non, encore une prorogation de mise en place de l'agenda d'accessibilité, ça ne doit pas être accepté, ça doit être une priorité et pas que dans les mots. Merci. Merci, Mme Roche. Monsieur Levacher. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, effectivement, quelques éléments factuels. En 2015, donc sous votre précédent mandat, la ville de Valence a, selon la réglementation, déposé un agenda accessibilité pour une durée de 9 ans, au terme duquel les bâtiments de la ville auraient dû être en conformité accessibilité. Pour mémoire, il ne s'agit pas de traiter uniquement le handicap moteur, bien qu'important, mais tous les types de handicap, qu'ils soient mental, visuel, sonore. Sur les 150 sites initiaux, environ 15, dont 3 nouveaux sites depuis 2015, ont été réalisés et donc mis en conformité sur l'accessibilité handicapée selon votre tableau. 45 sites sont sortis du patrimoine de la ville, dont 8 sont passés à l'agglo. Il en reste donc 91 à réaliser et votre tableau joint montre qu'ils sont programmés pour 2024, cette année. De 2024 à 2026, pardon, soit 60% des sites initiaux en seulement 3 ans, y compris 2024. Alors que depuis 2015, soit 9 ans, seuls 12, donc un peu moins de 10%, ont été réalisés. Alors, on parle souvent du Covid pour parler de ces retards, mais l'excuse du Covid n'est pas suffisante au regard du nombre de sites restants. Alors, on voudrait savoir si c'est le sens de quel est le sens de la priorité donnée à l'accessibilité dans notre ville. C'est un sujet essentiel. Et quels sont les moyens concrètement qui, cette fois, seront mis en œuvre à ce sujet et ce qui sera fait cette fois. Merci. Monsieur Casari. Monsieur Daragon, l'accessibilité n'est pas du tout une priorité pour vous.
En effet, comme l'a dit Jimmy Levaché, le nombre de bâtiments restants est important. Finalement, il vous reste 22% du travail à faire en 2 ans. Alors, vous avez plusieurs arguments. Vous avez l'argument du Covid, mais vous avez aussi un autre argument. Vous dites qu'il faut 1 an supplémentaire pour difficultés techniques et 1 an supplémentaire pour difficultés financières. Alors, c'est étonnant parce que vous nous dites toujours que la ville va bien, mais là, pour les personnes en situation de handicap, on a une difficulté financière. Alors que c'est justement eux qu'il faudrait aider. C'est l'inverse qu'il faut faire, Monsieur Daragon. Il faut aider les gens qui sont dans ces situations-là et qui ne peuvent pas accéder aux différents bâtiments publics. J'en veux pour preuve, notamment quand vous voulez construire un escalier monumental qui relie la Basse-Ville à la cathédrale, à la place des Ormeaux, et bien là, vous faites un escalier, encore une fois, sans qu'il y ait eu d'appel à projet, sans créer rien eu. Vous nous faites un dessin, vous nous faites un premier dessin, sans possibilité pour que les personnes qui ont un handicap ou une difficulté motrice puissent y aller sereinement de la Basse-Ville à la place des Clercs ou à la place des Ormeaux, et inversement. Donc finalement, on se rend compte que cette fois-ci, vous arguez de 2 choses, difficultés techniques, difficultés financières, finalement, pour ne pas accorder l'importance qu'il faut aux personnes dans ces situations. C'est bien dommageable. Merci. Simplement pour vous rappeler que cette loi, comme vous l'avez si bien dit, Madame Roche, date de 2005. Et il ne vous aura pas échappé qu'entre 2005 et 2024, nous assumons une dizaine d'années, bien volontiers, de responsabilité. Et je vous invite à regarder le bilan du mandat juste avant. C'était moins de 150 000 € par an qui étaient consacrés aux agendas d'accessibilité. Et je vois que vous acquiescez et vous le savez. Nous avons consacré depuis 10 ans au total 6 537 000 € sur l'accessibilité. Tenant parole, on avait annoncé 750 000 € par an, on est à 727 000 € par an. Et nous allons évidemment poursuivre ce travail en mettant en accessibilité le plus grand nombre de bâtiments, de voiries et d'espaces publics. Je vous précise que les reports des agendas d'accessibilité sont sur 2 ans, c'est la loi qui le prévoit. Donc la réalité est la suivante. Nous allons tout faire pour réaliser ce qui reste dans les 2 ans, mais si dans les 2 ans nous ne réussissons pas, il faudra encore prolonger. Je le regrette bien, parce que vous avez donc bien noté que sur les 20 dernières années, nous n'avons que 10 ans de responsabilité. Autant vous dire que si les 10 années qui avaient précédé, il y avait eu le même volume budgétaire accordé, on aurait couvert la totalité du budget nécessaire. Donc nous allons continuer au même niveau, c'est-à-dire 750 000 € par an à chaque fois que ce sera possible. Mais quand des bâtiments sont programmés, et là, par exemple, il y a un grand nombre de bâtiments qui sont en travaux. Hein, je prends la MPT de Font-Barlette en exemple, ou je prends les écoles qui sont en travaux en ce moment, où les accessibilités vont être évidemment réalisées. Chaque fois qu'on pourra mettre, j'allais dire, un peu plus d'argent, on le fera. Donc, je vous confirme que nous en serons au moins à 80%, voire 90% de l'agenda d'accessibilité au terme de ce mandat, ce qui est la quasi-atteinte de la totalité des objectifs. Évidemment que, comme vous, je regrette qu'on n'ait pas les moyens de faire encore plus, mais on a beaucoup investi sur ce sujet, on s'est beaucoup engagé sur ce sujet, et nous allons maintenir le cap, évidemment. Madame Roche. 2005, c'était quand même un peu avant 2008, je voulais juste rappeler. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de difficulté. Vous savez que vous avez observé que j'ai cité personne, même si vous vous êtes senti concerné, mais entre 2005 et 2024, j'ai dit qu'il y avait 20 ans, dont une moitié à laquelle nous n'étions pas en responsabilité. Rien d'autre. Si, enfin, je précise quand même que vous étiez maire adjoint. Monsieur Maury, je pense que vous confondez. Merci. Allez, je mets aux voix cet agenda d'accessibilité. Est-ce qu'il y a... J'ai pas cette proximité, vous savez, moi. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, Madame Roche, Monsieur Méjean, Monsieur Casari, des abstentions? C'est donc adopté à la majorité absolue. Délibération numéro 17. Dominique Reynaud. Merci. Bonsoir. En 2015, Trabed Solvant Service a déclaré une cessation d'activité sur son site industriel situé au 230 avenue des Auréats. Conformément à la réglementation, des études environnementales puis des travaux de dépollution ont été réalisés. Le suivi de la qualité des gaz de sol faisant apparaître encore une présence résiduelle de polluants, il convient de mettre en place des restrictions sur une partie du terrain sous la forme de servitudes d'utilité publique pour pouvoir les annexer au PLU et ainsi en conserver une trace. Les propositions de contraintes sont listées dans la délibération. Dans le cadre de la délibération, la DREAL sollicite notre avis sur 2 périmètres
de servitude d'utilité publique, car le propriétaire a entre-temps procédé au redécoupage de la parcelle permettant de déconnecter de ces prescriptions une partie du site qui n'était pas concernée. Compte tenu des actions réalisées, du suivi qui sera maintenu, il est proposé de rendre un avis favorable au projet de servitude d'utilité publique ainsi qu'aux 2 périmètres proposés. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le groupe GEP, et c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Pierre-Olivier Mahot pour la vidéoprotection. Oula, voilà. Alors, oui, monsieur le maire, sur la vidéoprotection, le développement régulier du déploiement de nouvelles caméras, conjugué au nécessaire remplacement de celles qui ont été détruites, soit en zone sensible, soit en QPV, nous oblige à rechercher des implantations moins accessibles pour les délinquants qui sont concentrés sur la destruction de ces modes de protection qui dérangent inévitablement leur trafic. Et donc nous impose de rechercher d'autres lieux d'implantation et bien souvent en dehors du domaine public communal, c'est-à-dire des implantations sur des entités publiques, semi-publiques, voire privées. Et donc nous sommes obligés dans ces cas-là, évidemment, de passer des conventions. Conjointement, les services de la ville recherchent également des moyens, des nouvelles subventions, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, qu'il s'agisse du FEPD, qu'il s'agisse de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc les services sont en recherche, je dirais, de ces modes de financement. On prospecte également des modes on ne s'interdit pas notamment de trouver également des modes de financement privé, tout ça dans le respect du Code de la sécurité intérieure. Donc la délibération a vocation à autoriser le maire à rechercher de nouveaux modes de cofinancement de la vidéoprotection, ainsi que de mettre en œuvre des modalités de partenariat pour l'implantation de caméras sur des sites ou infrastructures garantissant l'intégralité des matériels. Merci, Madame Roche. Oui, merci. Dans ce mode de cofinancement auprès de personnes morales de droit privé ou de droit public, moi je note surtout que dans le cofinancement, un financement public pourrait être dirigé vers une personne morale de droit privé. Est-ce que j'ai mal compris dans ce cas-là? Corrigez-moi, mais c'est assez surprenant. Non, non, c'est bien. Non, c'est bien à usage public systématique, parce que... Il y a écrit aussi. Oui, non, c'est bien usage public, la totalité. Monsieur Galland. Merci pour cette présentation. Alors, comme Annie Roche, nous nous inquiétons de cette attribution d'argent public pour du privé, mais nous nous inquiétons surtout de la recherche... Excusez-moi, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse. Oui. Non. Oui, mais... Dans la présentation, c'est pas clair, en fait. On peut le traduire aussi dans le sens... Et nous nous inquiétons surtout donc de l'inverse, comme vous disiez, qui est la recherche de financement du privé à des affectations de vidéoprotection, des recherches de financement des personnes morales de droit privé pour la vidéoprotection. Donc, quelles contreparties vont être données à ces financements, puisque quand on est un privé, on ne donne pas de l'argent comme ça sans contrepartie, surtout quand on est une entreprise, on le voit bien avec le mécénat. Merci. Merci. En fait, par exemple, Valence Roman Habitat est considéré comme un organisme privé au sens de ça n'est pas une collectivité locale. Donc c'est bien ce type de partenaire qu'on aura. C'est pas Monsieur X qui habite dans la rue et qui veut surveiller ses voisins. Vous imaginez bien. Donc c'est bien du domaine privé au sens du droit, mais ça concerne bien l'activité publique, puisqu'on a des espaces qui sont attenants aux immeubles de VRH, par exemple, qui leur appartiennent et qui donnent sur la rue et qui sont de grands espaces sur lesquels on a des difficultés à avoir une surveillance. Et seul le propriétaire peut installer de la vidéoprotection et ensuite conventionner avec la collectivité pour qu'on en ait la maîtrise et la surveillance. Monsieur Casari. Oui, je suis toujours étonné par cette propension à toujours vouloir augmenter sur la technologie et pas sur les hommes qu'on met sur le terrain.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement, même quand vous faites de la vidéoprotection, vous dites que vous augmentez les caméras, c'est toujours pareil. Le plus important, ce n'est pas la recherche a posteriori de la délinquance du fait délictuel, c'est le flagrant délit. Et le flagrant délit, le gros problème, c'est que, encore une fois, vous mettez peu d'agents derrière les caméras. Et ça, les Valentinois ne le savent pas. C'est-à-dire que finalement, en journée, il y a 2 ou 3 agents, et à partir de minuit, je crois, il n'y a plus personne derrière les caméras. C'est-à-dire que après, c'est remisé au commissariat. Donc très bien, mais j'imagine bien qu'au commissariat, ils n'ont pas que ça à faire. Donc au final, on se retrouve avec des caméras, c'est-à-dire on se retrouve avec des gens aveugles, c'est-à-dire juste de l'enregistrement. Et c'est bien là le problème. Le problème, c'est que vous augmentez le nombre de caméras, vous faites croire aux gens à la sécurité. Or, les Valentinois, ce n'est pas ce qu'ils ressentent. On pourra en reparler tout à l'heure avec Q-Park. Ils ne ressentent pas ce sentiment de sécurité, ils ressentent un sentiment d'insécurité. Et c'est bien le problème à Valence, Monsieur Daragon. Alors, vous avez été nommé ministre délégué à la sécurité du quotidien. Soyez actifs et mettez des policiers dans la rue. C'est plus important que les caméras. Pierre-Olivier Mahot. Bon, Monsieur Casari, je vois que régulièrement, il faut qu'on reprenne les cours de soutien du soir. Donc on va faire une petite séquence. J'ai beaucoup de respect. Je le dis avec une pointe d'humour. Il faudra revenir visiter, comme la première fois avec moi et le directeur de la police municipale, pendant 1 heure, le CPU. C'est une contre-vérité de dire qu'il y a 3 agents derrière les écrans de télévision du CPI. C'est une contre-vérité. La moyenne des agents, c'est à peu entre 8 et 15, selon les suggestions de services d'ordre et de pointes de délinquance. Donc c'est tout à fait malhonnête de soutenir une contre-vérité comme celle-ci. En plus, sur les chiffres des caméras, la ville est totalement transparente. On est aujourd'hui à 230 caméras. Il y a une implantation qui se fait régulièrement, de manière linéaire, depuis le début du mandat, comme de manière linéaire également sous le mandat précédent. Bon, et tout ça est lissé sur un mandat complet. Sur les effectifs, la police municipale de Valence aujourd'hui est composée de 100 personnels, dont 75 agents de police municipale armés sur le terrain. Voilà la vérité vraie. Alors vous pouvez agiter tous les épouvantails, toutes les contre-vérités, mais un mensonge répété plusieurs fois, ça n'en fait pas une vérité. Et vous le savez très bien, parce qu'on est vraiment transparent, et vous êtes souvent demandeur dans ce domaine-là, et vous avez plusieurs fois visité la police municipale. Donc il ne faut pas dire, parce qu'on est filmé, qu'on est sur les réseaux sociaux, à chaque conseil municipal, des contre-vérités pour épater je ne sais qui. Merci Pierre-Olivier de cette mise au point. Et donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Le groupe GEP, Monsieur Méjean, Madame Roche, Monsieur Casari. Des abstentions? C'est adopté à la majorité absolue. Ouverture dominicale. Georges Rasclin a la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Comme chaque année, on y revient. Donc, c'est le nombre de dérogations au principe du repos dominical des salariés, qui est à 12 dimanches pour l'année 2025. Vous avez ici la liste des 12 dimanches qui bénéficient de la dérogation du repos pour l'année 2025, donc avec une période qui balaye les soldes, les fêtes de fin d'année, le Black Friday ainsi que la rentrée des classes. Merci. Des oppositions? Le groupe GEP, des abstentions? C'est adopté à la majorité absolue. Subventions et conventions. Merci. Un certain nombre d'associations de commerçants se sont développées par secteur et par rue dans le centre-ville de Valence depuis 2020. Donc, afin de les soutenir, la ville de Valence a décidé de mettre en place pour chacune une convention d'objectifs et de moyens pour une période de 3 ans. Et ces 2 nouvelles associations, donc Montfaubourg, donc regroupant les associations du Faubourg Saint-Jacques et de l'avenue de Romans partiellement jusqu'à la Tour Maubourg, ainsi que la Place, une nouvelle association donc regroupant les commerçants de la place de l'Université et des Clercs. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, Monsieur Casari. Oui, toujours sur ces associations, je suis assez étonné. À chaque conseil, il y en a 2 qui naissent. Et à chaque fois, on donne 4 à 8 000 euros. 4 à 6 000 euros. On doit être au moins à une quinzaine d'associations. Ça commence à représenter beaucoup d'argent.
En fait, est-ce que vraiment les commerçants veulent l'aumône? Je ne crois pas qu'ils veulent l'aumône. Ils veulent travailler. Ils veulent vivre de leur travail, de leur commerce. Se pose donc les vrais problèmes, c'est-à-dire la fréquentation, les parkings, l'accessibilité. Ces 3 points, que le parking, on va en parler tout à l'heure, l'accessibilité, on en a parlé, et puis ils veulent vivre de leur commerce. Ça, c'est le plus important. Et alors, à chaque fois, comme la dernière fois, je regarde qui est président de l'association. Alors, pour la place, pas de problème. C'est celui qui tient un bar sur la place de l'université, place des Clercs. Mais sur l'autre, c'est une auto-école qui est 1 avenue de Chabeuil. Donc, entre le Faubourg Saint-Jacques, la moitié de l'avenue de Romans, etc., que vient faire un commerçant qui est 1 avenue de Chabeuil, sachant qu'il y a déjà une association? Sur cette partie, il y avait déjà une association qui était montée à ce niveau-là. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est. C'est-à-dire que c'est plus un maillage. Et carrément, c'est-à-dire que finalement, c'est un entrechoc entre associations de commerçants. Il y en a partout. Vous donnez entre 4 000 et 6 000 euros. Et encore plus intéressant, c'est-à-dire que vous signez une convention, vous demandez à ce qu'on signe une convention jusqu'en 2027. Monsieur d'Aragon, votre mandat se termine en 2026. Laissez donc un peu de marge de manœuvre à votre successeur. Peut-être lui, fera-t-il du parking privé, du parking public gratuit. Peut-être fera-t-il d'autres propositions plus intéressantes. Peut-être que la sécurité sera cette fois-ci, on deviendra peut-être une ville modèle. Voilà. Mais laissez de la marge de manœuvre à votre successeur. Donc, j'aimerais que cette convention, si elle est votée, elle n'aille que jusqu'en 2026, qu'elle n'engage pas après. Et j'aimerais savoir pourquoi le commerce, puisque vous nous dites que c'est avenue de Romans et Faubourg Saint-Jacques, pourquoi est-ce que c'est un commerçant de l'avenue de Chabeuil? Ok. Alors, sur le nombre d'associations de commerçants qui sont conventionnés, nous avons Bouffier-Mongeau, donc 1, Mon Cœur de Ville 2, qui regroupe la Grande Rue et la Vieille Ville, Univers-Augier, donc l'a bien nommé, ça fait 3, donc la place qui vient les rejoindre et Montfaubourg qui vient les rejoindre. Donc voilà, on a 5 associations qui sont conventionnées. On a une autre association qui n'est pas conventionnée, c'est les Promenades Hugo, donc qu'on ne conventionne pas puisqu'ils n'ont pas le temps de faire ces activités et ces animations. Il s'agissait pour nous, c'est pas l'aumône. On est partenaire, en fait, avec ces associations de commerçants, on est partenaire de ce qu'ils amènent de vitalité et de ce qu'ils amènent d'attractivité dans la ville. Parce que nous, on est là pour fabriquer l'écrin. Vous avez vu, il y a la requalification des rues, il y a tout ce qu'on peut apporter en outils de comptabilité, de passage, de flux. Eux, ils sont là, c'est les acteurs de cet écrin. En fait, ça, c'est eux et on doit les aider. On doit les aider pour justement voir... Parce que c'est pas facile quand on est commerçant, après le travail, de pouvoir se réunir, créer une dynamique, créer des événements, se rapprocher des événements de la ville, se communiquer, travailler un logo, travailler des braderies. C'est pas facile. Et c'est pas l'aumône, loin de là. Donc nous, on a pour l'instant, avec les 2 nouvelles associations, 5 associations. Moi, je voudrais juste vous rappeler qu'il y avait quelques années, une dizaine d'années de ça, on avait l'association Vitaville qui recevait 45 000 euros de subvention avec une association qui a eu des très belles années avec une très belle mobilisation, mais les temps ont changé. Les commerçants ont demandé à avoir plus de proximité, à travailler une typologie, c'est-à-dire chaque quartier, selon s'il est commerçant, piéton, selon s'il est vestimentaire, habillement, selon s'il est restauration. Et je crois qu'on est arrivé à quelque chose de formidable, c'est-à-dire c'est créer cette synergie entre commerçants dans chaque quartier. S'approprier, avoir cet esprit entre guillemets de clocher qui fait qu'il y a une dynamique, et on sent une vraie dynamique quand on va à la guinguette de rue Bouffier, quand on va à la braderie de la Vieille Ville, enfin voilà, tout ça. Et ça, c'est pas de l'aumône, non. Et c'est nous, justement, qui les remercions et qui pouvons les remercier tous les jours parce que c'est les vrais vecteurs de ce qu'est Valence aujourd'hui. Et en termes de fréquentation, quand vous me parlez, ils veulent du parking, ils veulent, voilà. Nous, on a aujourd'hui des outils de comptabilité des flux qui sont quand même intéressants et qui sont vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire. Donc moi, je veux juste vous dire que sur une période aujourd'hui allant de l'hiver jusqu'à... puisqu'on a arrêté les comptes janvier 2024 à août 2024, sur un périmètre que je pourrais vous montrer, qui est défini, on est à plus 14% de flux
piétons dans le centre-ville. Que ce soit dans le centre-ville et même, je vais jusqu'à la Tour Maubourg, puisqu'on a décidé d'y intégrer des quartiers qui sont assez intéressants, des rues de Faubourg aussi, qui sont assez intéressantes, qu'on travaille justement à revitaliser ou à donner encore plus de force. Plus 14%. En fait, quand je donne les chiffres, les gens me regardent avec les yeux comme ça écarquillés, mais il faut se dire que le flux du centre-ville, au global, quand je pars de la Tour Maubourg jusqu'à centre-ville, tout le plateau piéton, on est à 2,5 millions de passages mois, ce qui est énorme, avec des pics sur des week-ends qui font, avec des événements, des pics énormes. Donc, quand on regarde de janvier 2024 à août 2024, on est à 21 millions de passants sur le centre-ville de Valence, ce qui est énorme. Et ça, avec 14% de progression, ça veut dire qu'il y a du business qui se fait, ça veut dire qu'on a du passage. S'il y a du passage, ça veut dire que les gens, ils arrivent à se garer, les clients arrivent à se garer, ils arrivent à avoir une belle rotation. Je trouve que le parking résident y a fait beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont participé à tout ça. C'est pas facile de défendre ça devant des commerçants, devant des usagers ou devant vous ici à chaque fois. Mais les chiffres parlent, je suis désolé. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Voilà. Aujourd'hui, on a 59, depuis le début d'année, 59 installations avec 13 projets qui arrivent, qui sont dans les tuyaux. On a plus de cellules, de recherche de cellules de plus de 50-60 mètres carrés au centre-ville que d'offres. Donc moi, je suis prêt, je suis à votre service pour vous montrer tout ça et démontrer tout ça. Voilà. On leur fait pas l'aumône, on est à leur chevet et on est à leur chevet depuis 10 ans parce qu'on a pris la cause vraiment à bras de corps. Voilà. Merci Georges. Monsieur Casari. Vous êtes à leur chevet, c'est le terme exact, en effet, quand on voit la rue Madier-Mongeau. Moi, j'aimerais, puisqu'on parle de commerce, qu'on parle un tout petit peu, même si ça ne correspond pas exactement au sujet, de Valence 2. Si vous pouviez nous faire une petite parenthèse sur Valence 2, c'est assez important, parce que la ville a beau être attractive, finalement, on se rend compte que Zara part, vous nous dites le centre-ville, la FNAC a du mal à tenir, et puis à Valence 2, finalement, Casino n'a pas de repreneur. Donc je veux bien croire que la ville est attractive, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt l'inverse. Et là, justement, il n'y a pas de problème de parking, etc. Alors, expliquez-nous, si vous pouviez nous faire juste un petit point, je sais que c'est hors sujet, mais si vous pouviez nous faire un petit point sur Valence 2 et les commerces qui sont dans cette galerie, merci, et le repreneur potentiel. Merci, Monsieur Casari. Nous avons communiqué sur le sujet, sur les dispositions que nous avons prises pour accompagner Mercialis et Casino. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une trentaine de magasins en France qui ont fermé parce qu'ils avaient été laissés à l'abandon par Casino depuis une trentaine d'années. Depuis lors, nous avons tenté à plusieurs reprises de les aider à se redynamiser, mais je crois qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Et quand on sait que le magasin Casino faisait un chiffre d'affaires inférieur à la pharmacie, on comprend assez vite que ça n'était plus une locomotive dans ce centre commercial. Les professionnels de la distribution se sont intéressés au dossier. Je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un professionnel de la distribution pour s'intéresser à un magasin de grande distribution, et ils ont eux-mêmes estimé qu'il n'y avait pas de pérennité possible pour cet établissement. Je crois malheureusement qu'on peut se questionner sur les choix stratégiques qui ont été faits par Casino. Pour notre part, comme nous ne sommes pas propriétaires ni du Casino, ni exploitants de grande distribution, ni des murs, nous nous sommes évidemment attachés à accompagner les salariés qui ont été reçus, leurs représentants ont été reçus par la cellule emploi depuis plusieurs mois pour mettre en œuvre des procédures d'accompagnement une fois que ces personnels souhaiteront évidemment s'engager dans la recherche de nouvel emploi. Et Mercialis, qui est propriétaire de la galerie marchande, est en train de mettre en place un certain nombre de dispositions pour attirer de nouvelles enseignes, puisque la galerie en elle-même, aujourd'hui, n'est pas mise en cause, et sa pérennité non plus. On est là face à des exploitants privés que nous tentons d'accompagner, mais je le redis une nouvelle fois, c'est selon leur bon vouloir et leur capacité à déployer les stratégies nécessaires pour assurer la pérennité de leurs propres intérêts. On ne pourra pas le faire à leur place, et la collectivité n'est pas exploitante en la matière et pas propriétaire. Nous sommes propriétaires que des parkings, et nous avons fait une kyrielle de propositions concernant les parkings depuis 10 ans. Tout ça est un énorme gâchis, et très clairement, Casino n'a vraiment pas joué le jeu, à la fois de ses salariés, de ses propres boutiques, de ses propres magasins, c'est incompréhensible, et de la prospérité économique de son modèle.
Je vais maintenant mettre aux voix cette délibération. On revient au sujet. Pour mémoire, pour que vous repériez bien, Monsieur Casari, le faubourg Saint-Jacques se poursuit sur l'avenue de Chabeuil, le petit morceau qui va jusqu'à la rue Berthelot. Et donc, quand on est au 1, avenue de Chabeuil, on est à la moitié de ce qu'on peut appeler le faubourg Saint-Jacques et l'avenue de Chabeuil, qui s'arrête à la rue Berthelot. Un peu de topographie ne nuit jamais. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est Monsieur Casari, Monsieur Méjean s'abstiennent. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, Élise Laurent. Bonsoir, merci. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine naturel et agricole, la ville de Valence a institué une collecte participative des olives qui appartiennent à des particuliers du territoire valentinois et qui sont non récoltées. Cette initiative qui est déjà mise en place, elle permet de transformer les olives en huile d'olive Mon Cœur Valence. Afin de garantir un bon déroulement de cette collecte et de formaliser les conditions de participation, un règlement a été élaboré pour encadrer l'ensemble des modalités. L'objectif de cette délibération est donc d'approuver le règlement. Merci Élise. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? S'adopte à l'unanimité. Commission d'indemnisation amiable pour la boutique des stocks, Véronique Pujas. C'est un protocole d'accord transactionnel pour la boutique des stocks qui, suite aux travaux de restructuration du centre-ville et du plateau piéton, avait déposé un dossier de demande d'indemnisation qui, dans un premier temps, n'avait pas été jugé recevable compte tenu du fait que le commerce avait été cédé. Un recours gracieux a été déposé, le dossier a été réétudié et il est proposé d'arrêter à 15 000 € le montant de l'indemnisation qui sera versé par la ville à la SARL Les Amis de Tom. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le GEP, c'est donc adopté à l'unanimité. Madame Pujas, toujours. Je continue avec l'octroi de la protection fonctionnelle à monsieur Adam Bencheloug, qui a été victime d'une agression. Qui a été victime d'une agression. Il a été pris à partie par un participant de l'événement organisé par monsieur le préfet. Il a menacé monsieur Bencheloug ainsi que sa famille. Il lui a vandalisé son véhicule. Il a déposé plainte. Il est donc proposé de lui octroyer la protection fonctionnelle. Merci, Monsieur Dosreis. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération, c'est l'occasion rêvée de rappeler que, contrairement à ce que certains élus aiment à claironner, la police ne tue pas, elle protège. Donc, comme je le rappelle dans mon bilan du mandat 2023-2024 qui va paraître dans les prochains jours, si quelqu'un a tué ces derniers mois à Valence, ce sont bel et bien les voyous. Donc, en ce qui concerne M. Bencheloug, la protection policière lui a été accordée en amont de ce conseil municipal, donc suite à l'agression qu'il a subie cet été, ce qui est absolument légitime. Et vous demandez aujourd'hui au conseil d'avaliser cette situation, sans préciser pour combien de temps, et de prendre en charge ses frais de justice. Donc malgré tous les défauts qu'on lui connaît, M. Bencheloug reste un élu de la République, et il serait inacceptable qu'au-delà de sa personne, sa fonction d'élu valentinois soit de nouveau attaquée. N'importe lequel d'entre nous, dans cette assemblée, devrait pouvoir être protégé en pareil cas. Pour autant, il apparaît aujourd'hui clairement que l'exercice de M. Bencheloug suscite plus de conflits qu'elle n'en empêche et soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Les agents affectés à sa protection le seront au détriment de celle des Valentinois. La meilleure issue, donc moi je pense la meilleure issue pour l'image de la ville, pour l'équipe municipale et pour M. Bencheloug lui-même, serait sa mise en retrait de toute fonction publique et si nécessaire sa mise au vert. Donc j'en appelle donc à la démission de M. Bencheloug et je voterai l'abstention à cette délibération. Je vous remercie. Madame Roche. Oui, je n'avais pas du tout prévu d'intervenir lors de pour cette délibération, mais je suis très choquée par les propos que je viens d'entendre. Je ne comprends absolument pas ces attaques personnelles qui sont faites à M. Bencheloug. Et vraiment, vous avez tenu des propos, M. Dosreis, qui sont inacceptables en conseil municipal ou dans tout lieu de République. Monsieur Casari a la parole. Oui, je suis toujours étonné par les applaudissements ou les huées. Alors,
sur ce dossier, bien sûr que je vais voter cette protection fonctionnelle pour M. Bencheloun, même si on arrive toujours a posteriori, puisqu'on a un conseil par trimestre. Mais cela dit, quand on lit un peu le texte, c'est assez amusant. Considérant que la collectivité est tenue de protéger ses élus contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, ça caractérise ce qui est arrivé à M. Bencheloun, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée. Eh bien, je rappelle le 2 poids 2 mesures ici. Il y a M. Galland qui se trouve face à moi ici, qui a été condamné pour diffamation. J'avais demandé la protection fonctionnelle. Le conseil municipal ne me l'avait pas accordée. La violence, quand elle est verbale aussi, elle entraîne de gros problèmes. Et au sein de cette assemblée, c'est toujours, et c'est comme à l'Assemblée nationale, M. Daragon, puisque maintenant vous y allez régulièrement, les groupes d'extrême gauche sont souvent férus de ça. Donc je rappelle que M. Galland a été condamné, que je n'ai pas eu cette protection fonctionnelle, que vous ne me l'avez pas accordée, que le conseil municipal ne me l'a pas accordée. Je rappelle aussi une autre chose, c'est que quand moi, je me suis trouvé devant cette diffamation, puisqu'elle a été jugée, Monsieur Levachiot. En vérité, vous savez, Monsieur Casari, que vous êtes en train de nous faire perdre notre temps sur votre petite personnalité qui n'intéresse pas grand monde ici. Donc, vous concluez maintenant et nous allons passer aux voix. Je vais conclure. Il y a des choses importantes que dit Monsieur Rotaillot. Donc là, peut-être que vous n'allez pas me couper. Merci, Monsieur Casari. Alors, juste quelques mots, Monsieur Dosreis, pour vous rappeler la nécessaire correction qui doit être la vôtre lorsque vous exprimez ici, apporter des accusations totalement infondées. On réécoutera attentivement votre propos pour voir s'il peut faire l'objet de poursuites pour diffamation. Monsieur Bencheloun est un élu comme les autres au sein de ce conseil municipal. Il a notre soutien et notre solidarité au sein de cette équipe municipale. Vos propos allusifs n'ont pas leur place ici, dans notre enceinte. Et lorsque vous prenez la parole, puisque vous proposez que certains se mettent au vert, j'aurais tendance à vous recommander de vous y mettre un peu plus avec le dossier du conseil municipal et le lire. Lorsque vous osez ici dire que les personnes qui protègent Adam Bencheloun, c'est quand même assez significatif de ce que vous n'avez rien compris à cette délibération, si tant est que vous l'ayez lu. Nous lui accordons la protection fonctionnelle, comme tout élu qui bénéficie d'une délégation de signature, Monsieur Casaris, qui n'est pas votre cas, vous ne pouviez pas l'avoir, donc, et nous lui accordons la protection fonctionnelle pour qu'il puisse bénéficier de la protection devant les tribunaux. Il ne va pas y avoir des gens autour de lui pour le protéger. Je pense qu'il faudrait que vous reposiez les pieds sur terre parce que chaque fois que vous vous exprimez ici, vous êtes totalement à côté de la plaque, pour ne pas dire dans la provocation. Donc, de grâce, épargnez-nous ces propos totalement déplacés. Je mets aux voix cette délibération pour accorder la protection fonctionnelle à M. Bencheloun. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? M. Dosreis est donc adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Kéra Amiri a la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à la structure Opelia Tempo, qui est spécialisée dans la prévention de l'accompagnement sur les questions d'addictologie. Donc j'en profite ce soir pour les remercier pour leur travail remarquable qu'ils font sur notre territoire. Donc il s'agit de financer leur intervention pour soutenir l'organisation de ces interventions de prévention lors des soirées du festival sur le champ 2024. Donc tout ce qui est achat de préservatifs, bouchons d'oreilles, banderoles, tout ce qui peut servir à la prévention. Voilà. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Madame Amiri, toujours. Donc, il s'agit de la convention pluriannuelle de participation de l'ARS au financement d'actions santé portées par la direction santé publique. C'est un de nos plus gros financeurs. Il finance notamment la coordination du contrat local en santé mentale, la promotion de la santé des 16-25 ans, notre poste de médiatrice santé sur les QPV. Donc, c'est un renouvellement. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Monsieur Casari. Oui, sur ces sur les trois délibérations, les trois conventions. Moi, je suis un peu étonné. Alors, la première, je vais y revenir. Je suis assez étonné de la deuxième. La deuxième, on remonte à 2000, ou la troisième, oui, c'est la deuxième. Non, la première, pardon. La période 2023-2025. Nous sommes en octobre 2024.
et vous nous demandez de valider une convention de 2023 à 2025. Je suis toujours étonné par cette situation, c'est-à-dire que comme pour la protection fonctionnelle avant, comme pour plein de choses, finalement, on fait ça a posteriori. Moi, j'aimerais savoir si ces conventions ont déjà été signées, si elles ont fait l'objet d'une signature. La convention ensuite des 16-25 ans, 52 000 € par an pareil, est-ce qu'elle a déjà été signée? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Ensuite, elle nous engage sur 4 ans. Là aussi, Monsieur Daragon, c'est après la fin de votre mandat. Et la troisième, quand vous la lisez attentivement, elle est très jolie, hein, politique de la ville, etc. Très bien, elle coche toutes les cases. Mais on se rend compte d'une chose, 42 000 € par an. Et vous savez, Monsieur Daragon, pour combien de personnes cette convention bénéficie? Est-ce que vous le savez? Ben, je vais vous le dire. Eh oui. Pour 25 personnes pour accompagnement. 42 000 € par an pour 25 personnes en accompagnement. Pour 40 personnes en information et pour 30 ateliers. C'est-à-dire que, je ne sais pas si la RS est très riche, mais on se rend compte, on nous explique, Monsieur Barnier, votre Premier ministre, nous explique qu'aujourd'hui, il faut faire des économies, et on voit des sommes pour 25 personnes, 42 000 € par an. Ensuite, on a l'impression qu'on revient sur des délibérations, sur 2023. Ensuite, on a des conventions, on ne sait pas si elles sont signées ou pas. J'aimerais que vous me confirmiez qu'elles n'ont pas encore été signées, première chose. Et donc, j'aimerais savoir après comment vous récupérez l'argent de 2023. J'aimerais savoir comment on arrive à faire ça dans les comptes. Je vous remercie. En fait, on va vous expliquer comment c'est, Monsieur Casari. Vous savez où est-ce que c'est écrit? Dans la délibération. Il suffit que vous la lisiez. Si vous la lisez, vous allez comprendre comment on fait pour récupérer l'argent. Et si vous voulez la réponse à toutes les questions que vous venez de poser, Monsieur Casari, vous lisez le mail qu'on vous a envoyé le 11 octobre pour vous répondre. Et comme ça, tout simplement, vous avez la réponse. L'ARS a tardé à répondre et donc nous a proposé de venir sur une période rétroactive. C'est pourquoi ces conventions trouvent une période rétroactive en leur sein. Sinon, nous avons mis en œuvre le service et nous allons encaisser l'argent. Je mets donc aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Adam Bencheloug a la parole. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de valider les nouvelles conventions nous liant sur les financements des ALSH de la ville avec la CAF. Principale évolution concernant la présentation du service d'accueil de loisirs sans hébergement. C'est l'augmentation du soutien financier de la CAF lié au dispositif d'inclusion, donc accueil d'enfants en situation de handicap. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Convention avec la Fédération des centres sociaux. Adam Bencheloug a la parole toujours. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de conventionner avec la Fédération des centres sociaux dans le cadre de l'opération Détox Lymphox. Les agents jeunesse des MPT sont formés à intervenir auprès des collégiens pour les sensibiliser à la bonne identification des informations, leur sourcing et leur authenticité. Il s'agit donc dans cette action qui vise à lutter contre les infox ou fake news qui pullulent sur le web et les réseaux sociaux. Cette convention permettra à la ville de refacturer les interventions à la Fédération des centres sociaux financées par la CAF. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. On pourra inscrire un certain nombre de personnes. Là, en plus, c'est pratique. C'est une bonne formation contre les fake news. Délibération suivante. Convention de mise à disposition de salles dans les MPT. Les maisons pour tous municipales des quartiers du Plan, Centre-Ville, Font-Barlette, Polygone et Chambarlière sont régulièrement sollicitées pour permettre à des associations ou des acteurs de leur territoire de bénéficier de locaux afin d'organiser leurs activités sportives, culturelles et autres. Une convention type de mise à disposition avait été élaborée et approuvée lors du conseil municipal de juillet 2020. Il s'avère nécessaire de modifier cette convention type pour préciser que les usagers inscrits à des activités proposées par les associations dans les locaux devront eux aussi s'acquitter de l'adhésion auprès de la MPT. Donc l'adhésion individuelle, elle est de 5,50 € par an et l'adhésion morale pour les associations de 25,50 € par an. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Convention avec Graines de Cocagne.
dans le cadre de l'opération Panier solidaire. Il s'agit d'une reconduction à l'identique de ce qui se faisait sur les années précédentes. Merci. Madame Roche. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler si l'apport de ces paniers bio existe toujours dans d'autres MPT, puisqu'on en avait déjà parlé dans d'autres activités, dans d'autres CM, pardon, si oui, lesquelles? Je pose plusieurs questions. Je peux le faire comme ça. Je suis étonnée que cela ne concerne que 4 foyers en Basseville. Est-ce qu'il y a peu d'inscrits ou est-ce qu'il est difficile pour Graines de Cocagne de fournir davantage? Est-ce que le budget de la ville est insuffisant mis à disposition de Graines de Cocagne, enfin de ces paniers? Est-ce que la différence du coût du panier, qui est de 9,50 € et son achat par l'association de la MPT, enfin par la MPT, de 5,50 € est couvert par des subventions reçues par Graines de Cocagne? Et je propose que cette initiative puisse s'étendre de manière significative vers les étudiants, quand on sait dans quelle précarité se trouvent nombre d'entre eux. Et une autre proposition que je fais à la ville, qu'elle mette en place le dispositif ordonnance verte avec une distribution de paniers issus donc de l'agriculture biologique, comme c'est le cas, vers les femmes enceintes quand on sait que l'impact des perturbateurs endocriniens sur leur santé est celle de leur bébé. Plusieurs villes ont déjà mis en place ce dispositif ouvert à toutes les femmes avec en parallèle des ateliers de sensibilisation avec leurs services de santé. Ce dispositif rencontre un vif succès là où il est mis en place et c'est un dispositif qui est bon pour les femmes, leurs bébés et la planète. Et je demande à la ville de pouvoir mettre en place ce dispositif ordonnance verte. Merci. Sur le dernier point, on est en train de l'étudier dans le cadre du dossier sur les perturbateurs endocriniens. Donc Lionel est au courant de ce sujet. Sur la distribution de paniers, il y en a donc sur le centre-ville et au jardin d'Arcadie, puisque vous vous souvenez que la ruche qui dit oui s'est transformée dans la période qui vient de passer de la forme associative à la forme entrepreneuriale, mais a trouvé un point de chute à Châteauvert qui nous convient à tous et surtout qui convient à la réglementation qui s'applique à la ville. Sur le nombre de personnes qui fréquentent, pour l'instant, il y a peu d'inscrits, mais on espère que ça va grossir avec le temps, parce qu'il n'y a pas, enfin évidemment, nous, il n'y a pas de frein particulier, et donc ça coûte 3 € par usager et par panier, c'est ça? Oui. Et 9,50 € le coût du panier et 3 € de participation pour l'usager. Et sur la MPT du centre-ville, ça bénéficie à 12 familles représentant 27 personnes. Ah d'accord, 24. Et la MPT 27. du plan qui en a bénéficié, c'est terminé? C'est à la proposition des personnes. Non, donc, non, pas à notre connaissance. C'était autre chose peut-être, mais c'était pas cette forme-là, Madame Roche. Quelle était l'autre MPT alors qu'il y en avait 8? Non, il y a eu au CPNG à un moment, c'est peut-être pour ça que vous évoquez le sujet. Je vous propose qu'on mette aux voix, si vous voulez bien, qu'on garde la structure de fonctionnement du Conseil. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Oui, mais je vous ai répondu, ça. Lionel Brard travaille dessus, sur le dossier des perturbateurs endocriniens. Vous pouvez vous rapprocher de lui. On vous mettra dans la boucle avec Lucie Vercouter et toute l'équipe. On vous mettra dans la boucle avec le docteur Vercouter. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Convention de dépôt d'une œuvre de Joan Mitchell. Donc Marie-Françoise Pascal a la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, cette convention est une convention de prolongation pour 5 ans de dépôt d'une œuvre de Joan Mitchell donc, au musée. Et cette convention se signe avec le FRAC Sud, c'est-à-dire le Fonds régional d'art contemporain du Sud. C'est bien un dépôt au musée. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, les marmottes. Voilà, il s'agit également d'une convention de partenariat avec le musée qui, dans le cadre de sa politique d'élargissement, s'associe jusqu'à la fin de l'année 2024 pour favoriser la visite de familles qui travaillent avec l'association les Marmottes Buissonnières. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité.
Jaume Plensa. Alors là, il s'agit d'une convention de partenariat avec la revue Beaux-Arts et compagnie, et effectivement, dans le cadre de l'exposition Jaume Plensa, être là pour favoriser à la fois des encarts publicitaires dans les revues Beaux-Arts et Quotidien de l'Art, et en même temps favoriser l'accès de ces lecteurs par des jeux et des entrées gratuites. Merci. Des oppositions, des abstentions, s'adopte à l'unanimité. Adhésion, Drôme, c'est ma nature. Alors, le musée souhaite adhérer effectivement à la marque Drôme, c'est ma nature, afin de faire partie des ambassadeurs qui vendent, entre guillemets, le bon vivre dans la Drôme. Et dans le même temps, il sera donc... il s'engage à promouvoir la marque sur ses outils de communication en brochure et sur le site internet. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Label accueil vélo au musée. Pareil, même idée, le musée veut élargir son public en adhérant à cette association pour 200 €. L'idée, c'est de faire savoir aux nombreux visiteurs qui traversent la Drôme en vélo qu'ils peuvent venir visiter le musée et qu'ils seront bien accueillis. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Convention d'objectifs avec les associations, avec l'association des Amis du Musée. Voilà, alors les Amis du Musée existent depuis 1996. Leur objectif est de contribuer au développement et au rayonnement du musée, de sensibiliser également et de former les publics jeunes et adultes. Nous avons souhaité, avec eux, pérenniser et étoffer ces actions culturelles en faveur du musée. Donc une convention d'objectifs et de moyens sera signée pour jusqu'en 2026. Elle aura pour objectif de contribuer à l'animation culturelle du musée, de participer à sa promotion, de contribuer à l'enrichissement des collections sous toutes ses formes, et tout cela évidemment en lien avec la conservatrice et les équipes du musée. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante pour le Théâtre de la Ville. Alors, il s'agit ici des conventions de partenariat artistique pour la programmation de la saison 2024-2025. Donc, il y a ici 5 conventions avec Drôme de guitare, Fédération des œuvres laïques, le Comédie Palace, le Lions Club Dauphin, le Conservatoire à rayonnement départemental pour différentes programmations, ainsi que 2 avenants avec l'association Jazz Action Valence et le Mistral Palace. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Gaillane et Marcarian sort et donc mise à disposition du Théâtre de la Ville. Oui, vous le savez, nous mettons à disposition le théâtre ou son studio pour différentes activités sociales et culturelles. Donc là, il s'agit d'adopter le principe de la gratuité pour le Conservatoire à rayonnement départemental concernant le studio de danse, le groupe d'entraide des employés pour le studio de danse, le groupe d'entraide des employés pour le plateau, donc la scène, et l'association des Amis du CPA pour la représentation d'un spectacle. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Dialogue, top départ. Alors, vous savez que le département de la Drôme propose un dispositif pour les collégiens qui s'appelle Top Départ, qui favorise l'accès à la culture, au sport et à la culture. C'est la société Dialogue qui gère les porte-monnaies de 25 ou 20 €. Le musée et le théâtre de la ville acceptent d'être des accueillants des jeunes qui sont au collège avec ce porte-monnaie, mais il faut signer une convention. C'est même le renouvellement de cette convention jusqu'en 2027. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Subvention à l'association Combois. Alors, l'association Combois est une association qui favorise d'enseignants du lycée Amblard qui favorise différentes activités. Ils nous ont sollicité pour les accompagner dans la mise en place d'une journée La Forme Dièse 2, Drôme Design Week, qui a eu la possibilité, qui a permis aux enseignements à la fois d'Amblard et de l'École supérieure d'art et de design de présenter leurs activités de design ainsi que des entreprises du territoire. C'est une première dans la Drôme et on les a soutenus, sachant qu'un nouveau projet se présentera pour 2025. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Luxe. Alors, une convention de partenariat avec l'association Luxe.
Thibert Châteauvert, pardon. Ouais, je suis allé sinon, on peut faire Lux et on revient, comme tu préfères. Je suis avec l'amicale laïque. Allons-y. C'est un avenant donc à la convention tripartite. Mais du coup, je suis triennale, du coup, je suis perturbée. Donc, c'est un avenant pour compléter la subvention qui leur est attribuée, notamment pour organiser la parade des féeries de fin d'année, la parade des féeries d'hiver. Pour prendre en compte l'augmentation des charges liées à l'éclairage et à la sonorisation de la parade. Et cette année, il y aura également l'accompagnement de la déambulation par une troupe d'artistes échassiers, offrant ainsi beaucoup plus de visibilité pour l'ensemble du public. Merci. Donc la convention passe à 41 000, j'ai perdu le chiffre, enfin c'est 12 800. 45 010. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante sur Lux. Alors, la convention avec Lux Scène Nationale concerne l'exposition, la dernière exposition à la Bourse du Travail de l'année, qui s'organise également dans le cadre des féeries d'hiver. Cette année, Lux nous a proposé d'accueillir une artiste céramiste de la Drôme, Julia Hutto, pour une proposition qui s'appelle Luminance. C'est un projet qui a été soutenu par le Centre national des arts plastiques. Le projet de 22 000 € est réparti à équité, donc la ville prend en charge 11 000 €. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Et enfin, la dernière convention pour la culture, il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux au profit de la Comédie de Valence, qui est le centre dramatique national, qui bénéficie donc du théâtre de la Comédie, de la Fabrique et également du théâtre de la ville selon certaines conditions. Et donc on propose de renouveler cette convention qui est signée avec la Comédie et Valence Roman Agglo jusqu'à fin 2026. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Merci Marie-Françoise. Nathalie Lioser a la parole. Donc, il s'agit de renouveler la convention d'objectifs et de moyens avec Valence en gastronomie, étant donné qu'elle arrive à échéance en 2024. Il vous est proposé de la renouveler pour les 3 prochaines années avec un montant d'aide à hauteur de 30 000 € par an. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Renaud Poutot, subvention aux associations sportives. Bien, et bien ici, il vous est proposé d'adopter 3 subventions, 2 au profit de Cypréa Club, une pour son fonctionnement et une autre pour l'investissement qui sert notamment au suivi et à l'entretien du dispositif de gonflage mutualisé entre les clubs, et une subvention pour l'association sportive Police Nationale de la Drôme. Merci. Monsieur Casari a la parole. Oui, j'aimerais savoir le fonctionnement pour les demandes de subventions aux associations sportives. Parce qu'en général, c'est une fois par an. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, cette fois-ci, il y a 3 associations qui ont le droit de postuler après coup. Alors, en fait, elles ne postulent pas après coup, elles postulent sensiblement en même temps. Ce qui varie et ce qui diffère, c'est le retour des dossiers, tout simplement. Donc, on les fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, quand on les reçoit. Et quand, donc, eux le jugent nécessaire de nous le rendre. Merci. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Subvention à l'association des anciens des troupes de marine. Pierre-Olivier Mahou. Oui, cette délibération a pour but de proposer le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association des anciens des troupes de marine Drôme-Ardèche afin qu'elle puisse se doter d'un drapeau neuf. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Remboursement de mise en fourrière. Oui, 2 demandes de remboursement de mise en fourrière suite au classement sans suite de l'infraction initiale qui a motivé cet enlèvement au bénéfice de M. Adrien Bochard pour 133,80 € et Mme Delphine Bruno pour 141,13 €. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Agorastor. Nathalie Lioser. Oui, merci. Nous vous demandons d'autoriser la cession d'un véhicule pour un montant de 13 764,48 €. Merci. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Dominique Reynaud.
Chaque année, nous procédons au recensement de la population avec une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% des logements. Elle démarrera cette année le 3e jeudi du mois de janvier pour une durée de 5 semaines et demie. En contrepartie de cette mission, la commune reçoit de l'État une dotation forfaitaire dont la vocation est d'apporter une contribution au financement de l'opération. En 2025, comme 2000 autres communes, la ville de Valence a été tirée au sort par l'INSEE pour mener un second recensement, celui de l'enquête famille, réalisée tous les 10 ans depuis 1954. Cette enquête vise à mieux connaître les modes de vie des familles, enfants résidant hors du logement, contact des grands-parents avec leurs petits-enfants, etc. Au même titre que le recensement de la population, les données seront conservées par l'INSEE dans le respect de l'anonymat des habitants. La délibération autorise la signature de la convention de mise en œuvre entre la ville de Valence et l'INSEE et qui prévoit une dotation forfaitaire complémentaire de 1 000 €. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Nathalie Lioser pour mécénat. Oui, il vous est demandé ici d'approuver la convention de mécénat financée avec Prodéval pour une valeur de 10 000 € pour l'année 2024 et cela concerne le plan arbre. Merci. Des oppositions? Madame Roche, Monsieur Casari. Des abstentions? Le groupe GEP. Monsieur Méjean. C'est donc adopté à la majorité absolue. Indemnité du maire, Véronique Pujas. Merci. Considérant le choix de Monsieur le maire, il vous est proposé de prendre acte de sa volonté de renoncer à ses indemnités d'élu et de n'émettre aucun mandat de paiement des dites indemnités à compter du 1er octobre 2024 et tant qu'il exercera ses fonctions de ministre. Merci. C'est une prise d'acte. Monsieur Casari. Oui, Monsieur d'Aragon, là, donc vous êtes ici maire, mais vous êtes aussi ministre, vous êtes aussi vice-président de la région, vous êtes président de l'Aglo, vous êtes président de l'association des maires de la Drôme, vous êtes vice-président ou porte-parole du DL. Alors, Monsieur Casari, sur le sujet, c'est-à-dire le fait que je renonce à mes indemnités, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, vous savez qu'on a 2 minutes par délibération, 3 minutes même, je crois. Ce que je sais surtout, c'est que si vous ne parlez pas de la délibération, vous n'avez même pas 1 minute, même pas 1 seconde d'ailleurs. Monsieur Dargan, je sais que ça vous embête, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler là-dessus. Parce que, normalement, à côté d'un travail, toute peine mérite salaire. Donc là, vous renoncez à vos indemnités, renoncez directement au mandat de maire. C'est en interne, ça se fait, Monsieur Dargan. Vous ne prenez aucun risque puisque vous avez votre majorité. Donc, de grâce, je ne vois pas comment vous pouvez faire en étant à la fois à Paris, Lyon et Valence, en même temps, au même moment. Vous deviez être, quand vous étiez plus jeune, adepte de la télétransportation. Voilà, Merci, Monsieur Casari, c'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que le jour où j'aurai besoin de conseils politiques, je pense me tourner vers vous. Enfin, en tout cas, surtout quand j'aurai envie d'arrêter ma carrière. Merci. Allez, on prend acte et on passe à la délibération. Oui, monsieur, c'est une carrière. Oui, on passe à la délibération 51 et on va s'intéresser à la délégation de service public des parkings. Laurent Monnet. Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Comme tous les ans, nous venons vous faire prendre acte des rapports de délégation de service public. Je vais m'attacher à vous donner les principaux faits saillants de celles relatives au parking et Jean-Luc sera le plaisir de revenir vers vous vers celles relatives au chauffage urbain. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'année 2023 ? Puisque je rappelle qu'on traite l'exercice écoulé. Donc, on a une fréquentation des usagers horaires qui est en relative stabilité par rapport à 2022, plus 0,8% sur les deux contrats. Les temps de stationnement moyen est plus long qu'en 2022 et on a cette augmentation à retenir sur la fréquentation horaire. Sur les abonnements, pendant, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter chaque année, donc plus 6% en 2023 avec une accélération du nombre d'abonnés notable depuis 2022, c'est-à-dire qu'on a fait plus 11% d'abonnés en 2 ans. Et puis enfin, je voulais mentionner aussi le fait que Q-Park a renouvelé l'ensemble du matériel de péage et mis à la place le système de lecteur automatique de plaques d'immatriculation en 2023, ce qui permet de sortir et de rentrer plus vite. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année 2023 dans le cadre des 2 DSP 1 et 2 est de plus de 425 000 €. Merci, Monsieur Galland. Merci.
Les comptes de résultats nous apprennent que Q-Park, cette année encore, dégage un résultat positif, qui est pour cette année de 987 000 €. Puisque vous prévoyez de recruter au tableau des emplois une personne dédiée sur Q-Park, gageons que vous serez enclin à imaginer de développer une régie municipale pour gérer ces parkings et récupérer cette manne financière, ou tout au moins une partie. Merci, Monsieur Casari. Monsieur Monet, l'année dernière, vous nous aviez dit que Q-Park allait certainement, enfin, il était prévu 13 places de parking pour voitures électriques. Et il y en a exactement pour cette année, puisque vous les aviez promises, 0. Il y a aujourd'hui 0 place investie dans la voiture électrique. Il n'y a aucune borne Q-Park présente dans nos parkings souterrains. Ça, c'est ni d'ailleurs aérien. Donc les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vous les avez bien écoutées, mais au final, ils ne les ont pas formalisées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'enquête de satisfaction. On est souvent en dessous des choses favorables nationalement. Notamment, on en revient toujours à la même chose, l'ambiance rassurante des parkings, moins 4% par rapport au national. Monsieur Daragon, vous êtes ministre délégué de la sécurité du quotidien. Sachez que dans nos parkings, les Valentinois ont peur. La propreté, moins 1%. L'odeur, moins 1%. Alors, vous me parlez, monsieur Monet, de l'investissement pour le fonctionnement des lecteurs de plaques. Pas uniquement. Ah, si, vous m'avez parlé de ça notamment. Alors, est-ce que vous avez lu, le taux de satisfaction des Valentinois à ce sujet-là? Vous l'avez lu? Oui, je vous remercie. Terminez votre intervention, monsieur Casari. Alors, la parole est à monsieur Monet, il va vous répondre. Allons-y. Alors, n'interpellez pas les élus, sinon je donne la parole à celui que vous interpellez. Alors, vous finissez votre intervention, il vous reste 2 minutes. Vous êtes très énervé. Pas du tout. Il doit y avoir des informations au niveau national qui sont difficiles. Alors, sur... Merci, monsieur Casari. Alors, Laurent Monet, sur les interpellations, allons-y. Allez, vas-y. Alors, je vais répondre, même si je n'ai pas vu de point d'interrogation, mais moi je vais essayer de vous répondre quand même. Je n'ai pas eu de point d'interrogation à aucune de vos interventions. Donc, moi, ce que je retiens, monsieur Casari, plutôt que d'essayer de trouver là où se trouve exactement une augmentation de plus 0,7 points de l'indice de satisfaction par rapport à l'année dernière, ce que vous oubliez fortuitement de mentionner, je retiens que justement cette amélioration est relativement sensible, c'est presque 10% de plus de satisfaction. Deuxièmement, je m'inscris en faux sur deux assertions qui sont les vôtres. D'abord, je n'ai jamais rien promis parce que moi, je ne promets que ce que je peux tenir et quand ça ne dépend pas de moi, je ne promets pas. Ça fait une différence, j'en conçois, entre nous. Et puis, deuxièmement, je vous confirme que les 425 000 € d'investissement ne sont pas tous relatifs aux lecteurs de cartes de plaques, mais sont l'investissement global, les investissements totaux qui ont été réalisés sur le stationnement. Et puis enfin, monsieur Casari, je note avec plaisir votre intérêt ponctuel pour les DSP qui auraient dû vous encourager à faire ce que vous aviez demandé, c'est-à-dire à venir à la CCSPL, à laquelle vous avez été spécifiquement invité et que vous n'avez pas daigné honorer de votre présence. Merci. Monsieur Galland, pour vous répondre, oui, nous étudions toutes les possibilités pour la fin de la DSP, dont je rappelle qu'elle est en 2029, 28. Enfin, il y en a les deux, hein, c'est ça? Voilà. Donc on étudie évidemment. Alors, ça c'est prendre acte. Hein. Donc on prend acte de ce rapport et on passe au rapport sur la délégation du chauffage urbain. Alors, chauffage urbain, qui c'est qui rapporte? Jean-Luc Chaumont a la parole. Jean-Luc Chaumont a la parole et lui seul. Allez. Merci, monsieur le maire. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci, monsieur Casari. Je vais à un sujet qui va vous préoccuper encore. Allez, Jean-Luc Chaumont. Donc, le sujet... On va prendre... pas des décisions, monsieur, c'est la présentation de la CCSPL. Jean-Luc Chaumont a la parole et lui seul. Mais c'est vous qui êtes énervé, dites donc, ça va pas bien? Calmez-vous, monsieur Casari. Ça fait de la peine de vous voir dans cet état. C'est triste, calmez-vous. Allez-y, calmez-vous. Essayez de redescendre, 2 minutes. Ça y est, c'est bon, c'est terminé, ça va. Monsieur Chaumont a la parole. Bon, merci, monsieur Casari, je crois que j'ai la parole.
Mais vous ne devez pas crier comme ça, surtout, M. Casari. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes bien énervé. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vais commencer mon exposé. Faites un recours. Rapport d'activité 2023 du chauffage urbain. Merci Jean-Luc. Nous allons prendre acte. Voilà. Nous allons prendre acte. Donc la Merci. CCSPL a eu lieu le 8 octobre. La CCSPL sur le chauffage urbain a eu lieu le 8 octobre. Merci. Alors, nous prenons acte de ce rapport sur le chauffage urbain. Vous voulez vous exprimer, M. Levaché? Vous voulez tenter de vous exprimer, M. Levaché? Oui, allez. Vous avez la parole, M. Levaché. Allez-y. Je vais vous demander une suspension de séance, s'il vous plaît. Oui, elle est de droit. Donc, on suspend la séance 2 minutes et on reprend. Bien, nous allons reprendre, si vous voulez, vous installer.